Sarah Legrain, oratrice de la France Insoumise. Je vous pose cette première question, j'ai peut-être déjà une idée de la réponse. Mais Emmanuel Macron est-il un leader européen crédible après les tensions qu'il traverse, les tensions sociales en France ? Écoutez, non, je ne crois pas, puis surtout, il n'est pas crédible dans son discours européen. Ce nouveau numéro que nous livre M. Macron nous montre d'abord que M. Macron est bien finalement une sorte de tête de liste aux européennes pour La République En Marche. On pouvait déjà penser que les nombreuses heures qu'il a passées à la télévision ces dernières semaines étaient déjà un début de campagne européenne. Là, il s'installe comme étant le leader de cette campagne européenne. Mais le discours qu'il tient, celui d'une opposition qu'il y aurait une opposition factice entre en fait des prétendus progressistes et puis des nationalistes, dont M. Salvini. On ne peut pas contester la montée du nationalisme et on le voit même en France. Précisément, regardez cette opposition. C'est comme l'opposition entre M. Macron et Mme Le Pen. Nous, on a le sentiment qu'il y a une orchestration d'un duel, mais qui en réalité est une sorte de duo, de valse macabre entre finalement deux modèles qui sont mortifères, une forme d'alternance mortifère entre deux modèles. Je m'explique. Quelle est la différence entre M. Salvini et M. Macron quand les deux laissent l'Aquarius poursuivre sa route en mer et quand M. Salvini applaudit dès demain les politiques qui sont menées, notamment la loi Asile-Immigration menée par M. Macron en France. Quand les deux mènent une politique fiscale qui est très injuste, qui bénéficie aux plus riches. Regardez l'exit tax. Dans les deux cas, la flat tax mise en œuvre par M. Salvini, par M. Macron. Quand vous avez aussi les deux main dans la main pour faire le grand projet inutile imposé, qui est une aberration écologique et économique, qui est le TGV Lyon-Turin. Donc vous voyez que finalement c'est une opposition de façade et que ce que sont incapables de proposer, d'une part les libéraux qui virent autoritaires pour imposer leur politique en Europe, et d'autre part les autoritaires qui, eux, s'accommodent très bien des politiques libérales de l'Union européenne, c'est une rupture avec les traités européens vers un progrès écologique et social. Ils sont incapables de l'imposer l'un comme l'autre, puisqu'ils sont dans l'alternance mortifère du libéralisme et de l'autoritarisme. Justement, est-ce que Isabelle Florennes, le chef de l'État, se trompe de combat quand il accuse le nationalisme en Italie, alors que c'est peut-être l'Europe sociale finalement qu'il devrait aborder, comme nous le propose Sarah Legrain? Il a dit une chose intéressante hier. Il a reconnu que l'Europe n'avait peut-être pas fait tout ce qu'elle devait faire, notamment en Italie, sur la question migratoire et sur la question de l'immigration. Et il a reconnu dans son interview que l'Europe avait été absente et avait laissé se développer l'Italie seule face aux vagues migratoires qu'elle a connues ces dernières années. Et je pense que c'est important parce que depuis, il a œuvré avec un certain nombre de partenaires européens et notamment l'Allemagne pour justement rattraper ce retard et mettre des moyens pour les frontières extérieures à l'Europe. Ça, c'est des choses très concrètes sur lesquelles le président de la République est intervenu hier et qui explique la montée notamment du nationalisme en Italie. Donc il y a des avancées concrètes. Maintenant, c'est 60 ans de paix, l'Europe. Il rappelle que l'unité européenne, c'est le plus important. Emmanuel Macron, dans son programme de campagne, en mai 2017, il a été élu, entre autres sur son projet et sur son programme européen. Et c'est pour ça notamment que le MoDem l'a rejoint et que François Bayrou l'a rejoint. C'est essentiel. Cette vision de l'Europe qu'il a rappelé hier, qui n'est pas une Europe ultralibérale comme le dit Madame, mais qui est une Europe qui protège également, mais dans l'union des peuples. Il y a quand même quelque chose de très étrange dans ce début de campagne, c'est qu'Emmanuel Macron, il va publier demain une tribune à travers toute l'Europe, dans 28 États membres de l'Union européenne. Il va parler de son programme dans cette tribune. Est-ce que c'est pas un peu étrange de parler de son programme alors qu'on n'a pas encore désigné de tête de liste, Sarah Legrain? Bah oui, c'est une façon qu'il a, de toute façon, qui est la marque de fabrique de M. Macron, de concentrer tous les pouvoirs sur sa personne. Et d'ailleurs, le peuple le lui rend bien, parce que finalement, c'est pas pour rien qu'on entend depuis 15 semaines maintenant, 16 semaines, je crois, dans le pays, Macron démission. Mais les pays européens... Madame, sur l'analyse que vous venez de mener, regardez, on vous pose une question sur l'Europe sociale, vous répondez quoi? Immigration. Si ça, c'est pas la démonstration que ceux qui se prétendent les progressistes, en réalité, sont en train de rejoindre ceux qu'ils appellent les nationalistes. Justement, je vous réponds en disant que l'Europe a mis les moyens pour protéger ces pays. Vous avez dit que c'était une Europe de la paix. Cette Europe-là, l'Europe des traités, a monté les peuples les uns contre les autres. Elle a fait surgir les nationalismes que là, maintenant, vous prétendez critiquer, puisqu'elle a monté les peuples les uns contre les autres, puisque tous les traités sont organisés de telle façon qu'il y ait une concurrence, un dumping fiscal, un dumping social entre les peuples. Justement, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas lu le programme européen sur la question fiscale, bien entendu. Nous souhaitons une harmonisation.
Et pour cela, il faut sortir de la règle de l'unanimité. C'est dans le programme, la sortie de la règle de l'unanimité dans la question fiscale, qui est un vrai sujet et qui est un vrai enjeu. Et sur lequel nous souhaitons un progrès pour lequel le président de la République s'est engagé dans son programme dès 2017. Vous voyez, vous accusez les autres de discuter ça, c'est une vraie question, la question de la fiscalité. Sortez de la règle de l'unanimité pour pouvoir faire une Europe concentrée avec l'Allemagne. On a bien compris quelle était la situation. Vous le savez très bien, c'est vous le risque, c'est le repli. C'est le repli nationaliste, le risque en Europe. Pour faire face aux États-Unis et à la Chine, il l'a rappelé très clairement hier, la France ne fera rien seule. La France ne peut le faire que dans l'union avec ses partenaires européens. Et elle ne peut pas coopérer dans les traités actuels, madame. Effectivement. Aucune coopération est possible. Regardez contre les nationalismes. Et c'est la seule solution possible. Et, madame, vous parlez de repli. Vous faites comme si c'était l'alternative. C'était le repli national. Regardez, actuellement, les traités empêchent la coopération entre les États, empêchent justement les États, notamment de faire face à quand même la crise majeure du XXIe siècle, la crise écologique. Il est quand même présent dans beaucoup de pays d'Europe et l'Italie notamment. Mais oui, mais de quoi est-il le produit? Il est le produit justement d'une Europe qui ne s'est pas montrée l'Europe démocratique, une Europe vis-à-vis du peuple. Également la faire évoluer. Vous avez bien écouté le discours d'Emmanuel Macron. Vous n'avez aucun discours de rupture vis-à-vis des traités. Évidemment dans une volonté d'évolution de la politique européenne qui, effectivement, par un certain aspect, a été trop libérale. Donc là, quand on dit qu'on veut faire évoluer, en France, notamment les questions Macron, de fiscalité, sur la question des GAFA, la taxation des GAFA, on sait très bien qu'on ne pourra pas le faire seul et qu'il faudra le faire aussi au niveau européen, que le marché des 360 millions d'Européens est un marché européen. Il a reconnu toutefois, Emmanuel Macron, dans cette interview, des erreurs qui ont amené à la crise des Gilets jaunes. Justement, est-ce que ça fait de lui un interlocuteur crédible? Écoutez, c'est une bonne chose de le reconnaître, notamment qu'il n'y avait pas eu une conscience majeure. C'est pas un aveu de faiblesse que de reconnaître ses erreurs. Je pense que c'est aussi une volonté de progresser. Reconnaître ses erreurs et s'imposer comme un leader européen, alors que chez soi, on a quand même des difficultés patentes, notamment en termes de tous les questions pays sociales, européens. Vous prenez l'Espagne, vous prenez Angela Merkel en Allemagne, vous prenez le Brexit en Grande-Bretagne, vous prenez les difficultés que rencontre l'Italie. Tous les pays européens souffrent de crise majeure actuellement. Emmanuel Macron tente de les dépasser, va montrer cette vision européenne qui est très importante à l'ensemble des pays européens. Et c'est pour ça que cette tribune publiée dans les 28 pays demain est, à mon avis, extrêmement importante de se poser en leader européen. Yohann Usaï, vous aviez une question. Le problème d'Emmanuel Macron est effectivement, je crois, et c'est pour ça que son discours de la Sorbonne n'a pas été suivi d'effet, c'est qu'il a du mal d'abord à trouver des alliés, parce qu'Angela Merkel est quand même dans une situation difficile depuis cette crise des migrants. Elle est d'ailleurs sur le départ. Il y a le Brexit d'un côté, les Italiens qui ont porté à leur tête des eurosceptiques. Donc c'était déjà compliqué au début de son quinquennat d'imposer ce souffle et cette vision à l'Europe pour ces raisons-là. Aujourd'hui, il est en plus affaibli sur le plan national. Donc ce sera d'autant plus difficile. Et c'est pas pour ça qu'il faut lâcher. Bien sûr, mais ce sera d'autant plus difficile. Et si Emmanuel Macron s'implique autant dans cette campagne, puisqu'évidemment, vous avez raison, c'est lui qui va la porter, cette campagne. On ne connaît pas la tête de liste, mais le programme, c'est lui qui va l'insuffler à La République En Marche. C'est parce qu'il y a aussi pour lui un enjeu national très fort. Le CSA en prenne compte, si La République En Marche arrive en tête lors de ces élections, c'est vrai qu'il pourra dire à ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, regardez, les Français placent toujours mon projet en tête. En revanche, si effectivement La République En Marche est battue, là, c'est vrai que c'est sa capacité à réformer pour la suite du quinquennat qui sera impactée. Mais précisément, les politiques qui sont accusés l'Europe est toujours un risque et un discours européen est toujours un risque. Madame, si je peux parler à mon tour. Voilà. Donc déjà, sur la question des erreurs, là, il y a quelque chose, une grande tartufferie. Bon, on peut se réjouir du fait que M. Macron, qui avait pris l'habitude d'insulter son peuple quand il était à l'étranger, cette fois-ci, à l'étranger, profite d'y être, pourra reconnaître des erreurs. Mais en France, quel est le ton qui a adopté? Un ton extrêmement autoritaire, un ton même répressif. On a l'impression que M. Macron considère toute opposition comme quelque chose de hors la loi. Ça devient très inquiétant dans le pays. Vous exagérez. Les manifestations se déroulent tous les week-ends depuis 3 mois. Je pense. Et puis on a un grand débat qui est lancé aussi sur le... Qu'est-ce qui est contesté aujourd'hui en France? Les politiques qui sont contestées aujourd'hui en France sont l'application directe des directives libérales européennes que M. Macron ne remet absolument pas en cause. Et c'est là où vous jouez un tour de passe-passe en disant on va renégocier. Notamment sur la question des travailleurs détachés. Il a pris une position tout à fait ferme sur les travailleurs détachés. Sur la question des travailleurs détachés.
parlons des services publics, la mise en concurrence des services publics, oui ou non? Ça, c'est voté depuis très très longtemps et c'est une mise en concurrence mais vous êtes que nous assumons parfaitement là-dessus. La casse du régime de retraite, oui ou non? Vous l'appliquez? Oui, casse du régime de retraite. C'est demandé par les directives européennes et c'est ce que vous avez prévu avec votre retraite à points. Absolument pas. La retraite à points, elle est prévue la mise en concurrence des travailleurs, et c'est une très bonne chose que les centristes défendent depuis longtemps. Et c'est quelque chose dont nous avons attendez, parce que vous parlez tous les deux en même temps, je ne suis pas sûr que vous européens. soyez particulièrement audible pour les Prenons téléspectateurs. la question des retraites à points. Nous les défendons, les centristes, depuis plus de 10 ans. C'est une bonne chose. Mise en place dans un nombre de pays européens, l'Italie, la Suède, depuis longtemps et qui donne de très très bons résultats. Effectivement, ce n'est pas du tout l'application des directives européennes. C'est un équilibre financé à trouver pour les retraites. Et alors le déficit, donc écoutez, vous n'allez pas me faire dire que la voulez investir dans la transition européenne remettre en cause la politique du gouvernement. Pour le moment, elle est effectivement à revoir et je pense que l'issue du grand débat nous amènera, nous le souhaitons notamment au mouvement démocrate, à une inflexion sur les questions sociales que nous souhaitons depuis longtemps. Et donc ça va être concomitant avec la campagne européenne. Je ne souhaite pas que le débat et que l'issue du grand débat soit notamment escamotée par la campagne européenne. C'est deux choses qu'il va falloir mener parallèlement. Pour revenir sur la posture internationale européenne d'Emmanuel Macron, est-ce qu'on ne peut pas au moins lui reconnaître cette intelligence en quelque sorte d'avoir été parlé aux Italiens où il y a bien plus d'eurosceptiques par exemple qu'en Allemagne? Non, mais en réalité, il fait une opération de communication pour lancer une campagne européenne. Non, mais c'est pas non plus un combat qui est vain. Monsieur, vous avez le droit de trouver ça intelligent et de tresser les louanges de M. Macron. Je ne le ferai pas. Est-ce que c'est peut-être mieux que d'aller parler à l'Allemagne qui est déjà acquise à l'Europe? Ce qu'il est en train de faire, c'est simplement pour continuer ce discours. C'est ce que je vous explique, c'est qu'il essaye de mettre en scène une opposition factice entre des gens qui en réalité mènent les mêmes politiques. Je suis désolée, mais M. Salvini s'est complètement plié aux directives de la Commission européenne et aux traités européens en acceptant parfaitement. Donc vous avez une certaine proximité. Qu'est-ce que vous racontez? Écoutez, en l'occurrence, je ne comprends pas les forces, le soutien des uns et des autres en Europe. Écoutez, il m'avait semblé. Madame, ça fait partie. Voilà, il vous a semblé, mais ça fait partie des fake news que vous n'avez aucun souci. Ah bon. Alors vous vérifiez. Écoutez, Monsieur Mélenchon ne comprend pas forcément la ligne européenne non plus de Monsieur Mélenchon. Donc vous et là-dessus, il faudra qu'il nous l'explique. Oui, mais sauf que vous ne me laissez pas parler. Ah si. Donc ce que vous êtes en train de faire, je parle de votre président de parti. Je n'ai pas encore moi, j'ai pas le droit de parler, madame. Sa ligne politique sur l'Europe. Vous expliquer des choses. C'est laquelle? Laissez Johan nous exprimer un instant. Justement, une rupture. Il faut à l'ensemble des pays européens une rupture avec ces traités qui empêchent la démocratie. On l'a bien compris. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Mais Madame dit qu'elle ne comprend pas et elle fait des caricatures. Je ne comprends pas bien la ligne européenne. Elle organise une propagande qui consiste en fait à se créer un ennemi, mais qu'un ennemi de confort, un adversaire de confort, puisque je vous rappelle que d'ailleurs votre grande amie Madame Merkel, elle siège avec Monsieur Orban dans le même parti européen. Donc oui, c'est un sujet. C'est même quand même le signe de forte... On va arrêter un instant sur les règlements de compte. Je voudrais que Yohann Usaï puisse s'exprimer. Une question pour Sarah Lebrun. On entend évidemment vos critiques, la ligne évidemment qui est la vôtre, à l'opposé de celle d'Emmanuel Macron. Dans le contexte actuel, on pourrait se dire évidemment qu'Emmanuel Macron est en difficulté, sa popularité, les sondages, etc. Il a traversé des mois très difficiles. Comment est-ce que vous expliquez alors aujourd'hui que La République En Marche soit en tête dans les sondages, dans les intentions de vote pour les élections européennes? C'est une bonne question. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, la première des choses, c'est il est de mise à chaque fois qu'on parle de sondages, surtout quand ils sont 3 mois avant les élections et quand parfois il y a des questionnements sur la méthodologie qui est adoptée. Mais il doit dire quelque chose quand même, puisqu'ils disent tous la même chose. Il y a une réserve. Mais par contre, la vraie question, c'est effectivement ceux qui, comme nous, je dis à celles et ceux qui, comme nous, font l'analyse que les traités libéraux de l'Union européenne aujourd'hui empêchent la transition écologique, empêchent la démocratie dans les pays de l'Union européenne, empêchent le progrès social, le progrès économique. Ceux-là, ils sont en général tentés de s'abstenir à l'élection européenne. Ils se disent c'est finalement c'est vain, etc. Et je leur dis envoyez des députés France Insoumise, des députés de combat qui au Parlement européen sauront se battre contre les traités de libre-échange qui sont signés dans la plus grande opacité, qui sauront trouver des majorités ensuite pour gouverner au Parlement européen. Mais pour répondre à votre question, effectivement, nous avons un électorat dont le réflexe peut être de s'abstenir, de boycotter ces élections européennes. Et je leur dis, il est absolument décisif de ne pas laisser le point ni à M. Macron, ni à Marine Le Pen, qui sont en train de nous rejouer ce qu'ils nous ont fait en 2017, cette valse funèbre. Un mot pour Isabelle